Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place, quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix de millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Lucie! Maxime. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Bienvenue dans le show au service de la vie. On est là pour parler hypersensibilité, entrepreneuriat et leadership de sa vie aussi. Et ben voilà, je suis très heureux de passer ce moment de qualité avec toi. On s'est connus dans le domaine artistique déjà. Tu t'en souviens? Ah bah, c'était inoubliable. C'était inoubliable. Moi, j'étais Ben Gunn et toi, tu étais? J'étais Anne Bonny déguisée en mousse. Anne Bonny, c'est ça. On faisait l'île au trésor avec une super compagnie de théâtre de rue à Libertalia, dans le sud-ouest de la France. Et c'était juste exceptionnel. On va parler de tout ça. On va parler de ton chemin également d'artiste. Mais comme j'ai l'habitude de le faire, j'aime également commencer par le commencement. Et le commencement, surtout pour une artiste, c'est également, c'est l'enfance. C'est comment tu as senti ta place, comment tu as pris ta place, comment tu t'es senti. Juste, voilà, comment est-ce que tu voudrais nous partager cette expérience-là de ta place d'enfant artiste dans ce monde comme celui-ci, dans ton cadre familial. Comment ça s'est passé pour toi? C'est une question intéressante. Et surtout, j'avoue que je la redoute un peu celle-là. Mais en même temps, j'aime bien que tu aies choisi le mot place. Ça m'a fait sourire quand tu as dit ça. Comment tu as senti ta place en tant qu'enfant artiste? Parce que justement, j'ai l'impression que quand j'étais enfant, je l'ai plus vécu comme j'ai ma place nulle part. Et je me crée ma place dans le refuge de l'imagination, des mots. Tu vois? Ouais. Justement, j'avais l'impression que c'était une non-place. C'était un non-lieu. Tu sais, comme on dit que la mer, c'est un territoire de non-droit. Oui. Comme si l'écriture, au sens large, c'était un territoire de non-place, c'est-à-dire pas de hiérarchie, pas de représentation, pas de rôle à jouer. Un endroit où tu peux juste être là. Et voilà, je crois que ça a commencé un peu comme ça, en fait. Je me sentais pas à ma place, en fait, ni à l'école, ni dans ma famille, ni par rapport au genre. Enfin, je t'avais dit, quoi. J'avais pas compris que j'étais une fille, mais je pensais pas non plus être un garçon. Enfin, c'était un peu bizarre. Du coup, j'aimais beaucoup écrire parce que j'avais pas besoin de jouer un rôle à ce moment-là, justement. Tu te plongeais dans l'écriture justement pour te sentir justement à ta place quelque part, en dehors du temps. Ouais, je crois qu'il y a de ça. Et puis, je sais plus qui a dit ça, mais il y a un truc de se débarrasser de soi-même, de l'embarras que ça peut être. Tu vois, des fois, d'exister socialement, quand tu n'arrives pas à le vivre sereinement, à en tirer parti. Et du coup, écrire, c'était aussi, je pense, pouvoir laisser le libre cours à la pensée, ce qui n'est pas vraiment possible socialement non plus, surtout quand tu es enfant, parce que tu vas tout seul. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, ça m'a beaucoup donné. Je pense que ça m'a tenu, hein, très clairement. Et voilà, naturellement, c'est... Comment? Non, je disais, tu as parlé de ce côté masculin, féminin
Et chez nous, le côté, chez les artistes, chez les êtres sensibles, âmes sensibles, peu importe, mais il y a une danse justement qui est forte entre ces deux côtés. On ne peut pas rester juste dans le côté yin, tu vois, genre connexion au divin, créativité seulement, et puis tu passes ton temps assis au pied d'un arbre à écrire tout le temps ou à jouer de la musique, mais derrière, tu fais aucune action pour, je sais pas, moi, passer un coup de téléphone pour un concert ou pour chez un éditeur. Et toi, de ce que tu as juste là tu m'as donné quelque chose, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est quelque chose aussi d'important parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes comme nous qui nous écoutent, qui ont mis leur enfance, tu vois, qui l'ont enfoui sous des tas de couches pour ne pas les divulguer ou quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et aller au cœur du cœur, c'est juste reconnaître ce qui est, sans jugement, sans dire c'était mal, si c'était bon. Mais cette place-là, justement, de ce yin, ce yang, ce déséquilibre où c'était juste que tu étais parfaite, j'en suis sûr, mais que peut-être qu'à l'extérieur, il y avait un problème, tu vois, d'acceptation, que le cadre n'était pas à ta faveur, je dirais. C'était quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passait en toi et qu'est-ce que tu ressentais? Non, j'ai pas envie de dire ça parce que je trouve que j'ai eu plutôt beaucoup de chance par rapport à l'ensemble des humains, quoi. C'est en vrai, en fait, tu vois, en réalité, non, j'ai pas du tout envie de me plaindre de mon enfance. C'est juste comment je l'ai vécu, en fait. C'est juste ce que je ressentais. Et par rapport à la place dont tu parlais, voilà, j'ai l'impression que ça s'est offert à moi naturellement et que ça m'a permis de trouver qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et c'est marrant, mais quand j'étais petite, je comprenais pas. Enfin, je disais à ma mère, mais en fait, pourquoi t'as pas avorté, enfin, tu vois. Je comprenais pas pourquoi je suis là, tu vois. Enfin, pourquoi tu m'as laissé venir sur Terre. Il y avait un truc, j'étais pas trop d'accord, quoi. Je trouvais que c'était pas, que j'aurais pas dû être là. Enfin, et en fait, quand j'ai commencé à vraiment écrire, même si j'étais toute petite, enfin, j'étais jeune et tout, je sais pas, j'ai trouvé un état dans lequel j'étais contente d'être là. Et je me disais, ok, ça c'est mon truc. Là, je suis bien là. Et voilà, en fait. Mais après, ça a déclenché plein de rencontres. Et en fait, j'ai appris à aimer la vie grâce à ça, hein, je pense, clairement. Et la musique aussi, parce que c'est vivant, c'est le partage, c'est la rencontre, mais vraie, tu vois. Pas la rencontre hypocrite, pas la rencontre simulée. Ouais. Voilà. C'est vrai que si en tant qu'artiste, on a du mal à comment dire, à porter un masque, ou si on le porte, on se sent mal. Et, voilà. Et c'est même parfois dur je connais même moi le premier à l'époque, hein, je m'étais mis un masque, puis après c'est même dur à l'enlever, ce masque, pour montrer sa vulnérabilité. Comment toi, est-ce que déjà tu as eu la sensation aussi d'avoir porté un masque? Et comment tu t'en t'es débarrassé, en fait, pour libérer un peu l'authenticité, le naturel, qui tu es vraiment? Qui on est vraiment, c'est une bonne question. Je pense qu'on pourrait passer du temps à chercher et puis on mourrait en chemin. Mais c'est pas mal de chercher quand même. Mais je pense que oui, clairement, j'ai porté plein de masques. J'ai essayé plein de masques pour essayer de trouver une place. J'étais très curieuse des autres, tu vois. En fait, les autres me fascinaient, mais en même temps, je sentais que c'était un peu périlleux. C'était compliqué de les approcher. C'était compliqué de m'intégrer, quoi. Oui. Mais en fait, il y a eu des gens super bienveillants toujours sur le chemin qui déjà m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et puis après, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai fait une dépression, en fait. Parce que les gens qui font une dépression et qui s'en sortent savent que c'est un très bon réveil, quoi. C'est-à-dire que tu comprends que tu peux pas continuer comme ça. Et donc, ça te libère quand même de quelque chose, tu vois. Ça arrive des fois aux gens qui aussi survivent à un accident. Tu vois, ils changent certaines choses dans leur vie parce qu'ils comprennent que, en fait,
on n'a pas le temps de faire semblant. Ouais. Et que c'est précieux, quoi. C'est précieux d'être là, donc autant le vivre pleinement, quitte à déplaire, quitte à faire des erreurs, mais on est là et c'est intense et c'est vivant. Voilà. C'est que, comme on dit, j'aime bien ce proverbe qui dit mieux vaut un déclic qu'une grande claque. Mais ouais, c'est parfois, vrai. je te rejoins vraiment que même dans les personnes que j'ai pu côtoyer, même moi-même, j'ai eu l'impression que c'est seules les claques qui m'ont vraiment aussi, tu vois, qui m'ont fait vraiment changer, quoi. Changer, que ce soit dans des habitudes, que ce soit dans des décisions. Sans la claque, dépression, burn-out, peu importe ce que c'est, même les gens, tu vois, qui viennent, je vois les changements qu'ils font, qui s'engagent, en fait. C'est comme s'il n'y a plus rien à prouver à l'extérieur. C'est genre une décision qui est là et la douleur a été suffisante pour pouvoir se dire, OK, maintenant, c'est bon, j'ai compris. J'ai joué mon personnage pendant longtemps, là. Maintenant, il est temps que je passe à autre chose parce que j'ai envie d'autre chose. Oui, c'est ça. Et puis qu'en fait, tu gagnes pas à ce jeu-là. Non, c'est vrai. Tu te perds, mais tu ne gagnes pas. Et c'est du coup, je suis très contente d'avoir vécu ça assez tôt parce que il y a des personnes qui le vivent tard. Moi, j'avais 18 ans, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'était cool. Voilà, je suis contente d'avoir vécu ça parce que voilà. Et t'as dit, t'as rien à prouver. C'est vrai, c'est clairement ça. Et je pense, c'est aussi que t'as rien à perdre justement à perdre. Enfin, j'ai lu un livre il y a pas longtemps de Mark Manson qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si tu connais. Non, ça me fait rien. Et c'est un livre. Ouais, le titre est cool. Et c'est très simple à lire et c'est assez rafraîchissant. Et en fait, c'est de l'anti-développement personnel. Au sens où il dit voilà, on vous incite toujours à être extraordinaire, à être des héros dans la vie, à réussir, mais en fait vous pouvez aussi accepter que la plupart des gens n'ont pas une vie incroyable, ne sont pas richissimes, ne sont pas incroyablement beaux, et c'est très bien, et il y a rien de mal à ça, et à partir de là tu décomplexes et tu es toi, en fait tu es vrai. Et ce qui est trop drôle, c'est que le gars a fait des millions, est devenu super célèbre en écrivant ça. Et tu vois, avec un style très décontracté, vraiment pas racoleur et très authentique, quoi. Et j'aime bien ça. Et j'aime bien les gens en général et les artistes qui se permettent ça. Je trouve que ça fait vraiment du bien et c'est très sain. Ouais, ben on en a parlé justement juste avant de commencer ce podcast. Et effectivement, c'est notre. Il y a comme quelque chose de global, tous ces collectifs qui donnent l'illusion qu'il faut être. Voilà, il faut être fort, il faut être bon, il faut être toujours positif, il faut être machin, tout ça, avec le mental, et en fait, si on part maintenant, si on passe derrière les rideaux de l'artiste, tu vois, derrière la scène. Toi, c'est quoi le flow en fait? C'est quoi les hauts et les bas? Comment dans les côtés bas, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu ressens? Si tu veux nous les partager. J'adore tes questions, Maxime. Elles sont extrêmement enthousiasmantes. C'est bien. On va t'as dit que tu voulais être authentique. Vas-y. Ok, et après tu vas me demander mes 10 plus gros défauts. Non, mais c'est cool. C'est cool. J'aime bien. Mais moi, il y a du fond, tu vois. Mais écoute, dans les bas. Non, en fait, disons que, tu vois, c'est délicat parce que je me suis posé la question à un moment. Est-ce que c'est pas un peu impudique de dévoiler toutes ces choses-là? Et là où j'en suis actuellement, peut-être me trompais-je, mais je crois que c'est... Comment dire? J'espère que c'est constructif, tu vois, d'être honnête là-dessus. Bien sûr. Pour que les personnes qui sont susceptibles d'entendre ce qu'on est en train de se dire se disent « Ah ok, du coup je suis normale !» Tout simplement, tu vois, de la même manière que d'entendre des gens parler de ça ou de lire des choses qui parlent de ça, ça peut vraiment te soulager et te
te permettre de ne pas laisser tomber, en fait. Parce que dans les bas, voilà, en fait, c'est moi, régulièrement, c'est bah, pourquoi je me suis prise pour qui, en fait, à faire ça, tu vois. En fait, je me suis prise pour qui, pour croire que j'allais avoir une vie libre, intense, intéressante, tu vois. Pour qui je me suis prise de croire qu'on allait lire ce que j'écris, qu'on allait écouter ce que je dis, enfin, tu vois. Et du coup, je vaux pas mieux que quelqu'un, donc qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc stop, en fait, j'arrête tout. Et ça m'arrive souvent dans les moments où je suis en train de passer un palier, en fait. Ouais. En fait, ça fait peur. Par exemple, à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle au niveau professionnel, tu vois, un nouveau partenaire, quelqu'un qui me fait confiance, qui m'offre une opportunité, une grosse date, quelque chose, voilà, que j'ai jamais fait avant, et bah, je suis terrorisée en fait, parce que je sens que c'est quelque chose de nouveau et que je pense que je vais être nouvelle à moi-même aussi en vivant ça. Et je crois que c'est le même genre de peur qu'on a ressenti quand on est né, en fait. Je sais pas, hein, mais ça m'évoque vraiment cette idée de ah là là, mais je suis en symbiose là, tu vois. J'ai l'habitude, je suis bien, tout se passe comme d'habitude, et d'un coup, il y a un événement qui va être comme une rupture. Ouais. Et voilà, et là, on quitte son milieu et on est confronté à quelque chose de nouveau, et c'est affolant. Il y a du mouvement, il y a de la lumière. Tu comprends pas ce qui se passe, ça s'agite. Et t'as peur, j'imagine que c'est effrayant de naître. Et je pense que alors je pense que c'est vrai pour toutes les vies, mais quand t'es artiste, j'ai l'impression qu'on se met dans une situation où on renaît vraiment souvent. Tu vois? Oui, Surtout quand on essaye d'être proche de notre authenticité et aussi de l'état du monde qui change vite. Ouais. Et du coup, on est tout le temps en train, j'ai l'impression, de briser nos certitudes, de se remettre à zéro. Et puis, on est très réceptif à l'extérieur aussi, ce qui fait que ça nous chamboule. Enfin, et voilà. Et donc, c'est pas confortable, mais c'est constructif, je pense. Mais c'est bon ce que tu dis sur le côté, je ressens la même chose aussi. Ce côté, tu as un palier où c'est comme si tu affirmes un peu plus ta lumière, et il y a comme tu te dis, c'est même pas de l'autosabotage, c'est juste, je pense, de la peur d'aller encore plus là-dedans, tu vois, de se dire j'y vais à fond. En même temps, tu vois, les artistes comme toi, comme moi, quand tu es sur scène, quand tu es devant les gens, tu vois, même moi dans la rue ou dans les concerts, tu es avec les gens. Ah oui. Et tu es en présence, c'est comme si à chaque fois on est à nu en même temps, tu vois. Tu es là, et puis voilà, c'est moi. Avec voilà qui je suis, voilà ce que. Mais en tout cas, je vous aime. Ça, c'est la seule chose que je sais, c'est ça, quoi. Mais quelque part, effectivement, quand tu as le côté. Même ce côté de l'ombre, tu vois, l'artiste de l'ombre. On a tout ça au fond de nous, en fait. On a tout ça au fond de nous, et Dieu sait, effectivement, comme tu l'as dit, c'est inconfortable et qu'on renaît souvent. Mais j'aime encore une fois ce que tu dis sur ce côté, ouais, j'ai quand même une nouvelle opportunité, comme si il y a comme une notion de, c'est même pas réussir, mais c'est une notion de, ok, enfin. En fait, c'est comme si, tu vois, on se donne l'illusion de se dire que c'est enfin là, tu vois, ou que, ça y est, tu vois, je vais enfin être... Alors qu'en fait, non. Tout reste à faire à chaque fois. En fait, à chaque fois que... Tu sais, c'est comme dans un jeu de société où tu avances d'une case, et en fait, à chaque fois, la case sur laquelle tu as avancé, ça devient la première case. C'est un tapis roulant, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est déstabilisant parce que je pense aussi on a été formaté, je dis pas ça, c'est pas diabolique, hein, mais on a été quand même éduqué et on nous a inculqué que professionnellement, ce qui se passe, c'est que tu commences bas, tu arrives haut, tu vois. Et il y a des étapes logiques. Ouais. Si tu fais tout bien comme il faut, c'est un escalier, tout simplement. Voilà. Et à la fin, tu as la retraite et c'est génial, bravo, tout ça.
Et en fait, nous, on a choisi une vie quand même très différente de ça. Alors après, bon, en plus, on vit une époque, une crise sociétale, structurelle, économique. Donc, c'est encore plus la fête. Et donc, toutes les certitudes sont pulvérisées, en fait, pour tout le monde. Même les personnes qui ont l'impression d'avoir choisi quelque chose qui est sécurisant peuvent être complètement soumis à ça. Oui. Voilà. En fait, c'est simple pour personne, ça j'en ai bien conscience. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, le domaine artistique, je trouve, ne permet pas du tout d'avoir des repères extérieurs, tu vois, de valider quelque chose en fait. Il n'y a jamais rien qui est acquis, qui est stable, qui est sûr. Et en fait, la seule chose que tu peux d'avoir de solide, je pense, c'est en toi-même. et ce truc-là, justement, je suis vraiment en contact de ça dans le moment de création et dans le moment où je suis avec les gens, comme tu disais, où là, il n'y a plus de questions, quoi. C'est un peu comme, tu sais, quand des fois, on se demande, je sais pas, si tu vois, quand tu travailles avec des enfants ou toi, t'es papa, donc tu as aussi cette expérience-là. Avec les enfants, tu sais, on se pose 1000 questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu vois, est-ce que je vais réussir à les divertir, à répondre à leurs questions, à répondre à leurs besoins? Tu sais, tu te mets la pression comme ça. Et quand ils sont là, tu te poses plus la question. Et le fait qu'ils soient là, ça te rend à la hauteur. Il y a un truc, il y a une exigence, tu vois, humaine qui te grandit. Et le public me donne ça. À chaque fois, ça me fait me tenir droite et j'ai plus de doute sur le moment, quoi. Et alors, personnellement, je ressens pas le truc de je vous aime, mais c'est beau, tu vois. Mais je ressens le truc de en fait, je me mets à cet endroit-là pour que vous voyez vous, quoi. Oui. Et j'espère vous donner ça. Et que vous vous sentiez moins seul et moins nul et moins bizarre, tu vois. Et du coup, c'est pas forcément le je vous aime, tu vois, comment dire, de séduction ou de déclaration. Ouais, mais après, il n'y a pas de mal à ça, hein. Je pense que ça peut aussi faire du bien, c'est clair. Mais en fait, j'aime bien aussi, du coup, me permettre les imperfections, tu vois. Même, tu vois, dans l'humour ou dans l'autodérision, ou des fois parler de choses qui sont dures, qui font pas forcément plaisir à entendre, mais parce que c'est une manière d'exorciser les angoisses aussi communes, quoi. Bien sûr. Voilà. Et j'ai l'impression de prendre... Merci. Mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme un jeu de cartes où chaque carte a un rôle. Et en fait, on nous a fait croire qu'il y avait une hiérarchie entre le 2 de trèfle et l'as de pique. Mais en fait, toutes les cartes sont importantes. Et si tu en retires une, ça ne fonctionne plus. Ouais. Et à mon sens, l'artiste, c'est le joker, quoi. Ouais. Ça me va bien. Je suis en train tant mieux, parce que après, je sais pas. Hein. C'est juste que je pense aujourd'hui à cette heure-là. Ben oui, c'est un choix en même temps d'être sur le fil du rasoir, d'être constamment sur le fil du rasoir et j'aime le voir aussi comme tous les artistes, tu vois, peu importe le domaine, c'est ce qui nous fait tenir en fait aussi. C'est un peu cette force, tu vois, de vie qui nous fait tenir entre nous, que ce soit les humoristes, que ce soit les écrivains, que ce soit cette chose qui fait que ok, je me reconnais là, je me reconnais dans cet artiste là, je me reconnais comme un miroir et effectivement, comme tu l'as dit, plus on fait notre travail sur nous-mêmes et plus on est à même de refléter, on va dire, d'aider ou de s'entraider, nous tous là dans le même bateau, à comprendre un peu mieux, à ressentir un peu mieux aussi, et puis à faire ce qui nous semble qui est juste chaque jour, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de partager, de faire entendre. Tu vois, c'est-à-dire l'entraide entre les artistes. Et mais alléluia, quoi. Parce que tu vois, j'ai beaucoup entendu
non, mais ce milieu, c'est la jungle, tu sais, les gens sont impitoyables entre eux, etc. Et c'est pas du tout l'expérience que j'ai, bien au contraire. Alors après, peut-être que quand on dit ça, on pense à des strates dans lesquelles je n'évolue pas, tu vois, qui sont celles de la célébrité, etc. Ouais. Peut-être, là j'en sais rien, j'y suis pas. Mais en tout cas, il est possible, et il faut pas oublier aussi qu'il y a la plupart des artistes, tu vois, qui vivent de leur art, ne sont pas connus, ne sont pas richissimes, tu vois. Sont comme, j'allais dire comme toi et moi, mais je ne sais pas, tu es peut-être connu et richissime, mais voilà, tu vois, on a des vies peut-être extraordinaires, mais comme tout le monde, en fait, quand tu t'intéresses vraiment, en tout cas, on a des références au réel assez communes, tu vois. Enfin, on va pas dire qu'une baguette de pain coûte 15 € au hasard, parce qu'on sait pas, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que déjà, ça, c'est important. Et de la même manière que j'imagine que peut-être 80% des chansons qui sont écrites passeront pas au Radio National. 80% des livres qui sont écrits seront pas édités en maison d'édition. Tu vois, et même 80% des chansons qu'un un chansonnier va écrire, peut-être il ne les montrera pas, ou en tout cas, elles feront pas un carton, tu vois. Et c'est super important de se souvenir de ça, parce que, en fait, le patrimoine culturel commun, tu vois, par exemple, on va prendre la littérature. Quand on aborde la littérature à l'école, on va lire toujours les mêmes livres, les livres les plus connus, quoi, tu vois. Voilà, ceux qui ont déjà été sélectionnés par les auteurs, parmi tous ceux qu'ils ont écrits, et ensuite sélectionnés par les maisons d'édition, et ensuite sélectionnés pour être réédités, tu vois, et après par les programmes scolaires. Et il y a une série de filtres comme ça qui fait qu'on se représente, par exemple, la littérature, mais ça marche pour tous les arts, à partir d'un filtre tellement réduit et qui est tellement sélectif, tu vois. Et du coup, on se dit, du coup, si je suis pas Victor Hugo, j'ai pas le droit d'écrire, quoi. Enfin, je suis nulle, quoi. J'ai pas le niveau. Oui. Tu vois. Il y a un truc. Et du coup, c'est pareil, si tu te réfères toujours à Neil Young et j'ai dit n'importe quoi, à Björk. Björk. Waouh, la meuf a faim. Mais c'était quelque chose comme ça. C'était le meilleur moment. Déjà, la non bizarre, sans commentaire. Mais... C'était super marrant. Voilà, et je la ressentirai celle-là intentionnellement la prochaine fois. Donc voilà, si tu te réfères qu'à ces gens-là et que tu te compares en plus, c'est impossible, tu vois. Et juste, en fait, moi, j'ai pas de problème à me dire qu'il y a besoin de tout, il y a besoin de tous les chemins, enfin voilà. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, que c'est surtout ça, quoi, la réalité d'artiste, et que tu peux très bien vivre ça pleinement sans. Voilà, oui, l'entraide entre les artistes. Et que c'est pas la jungle. Je trouve que au contraire, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, parce que on est tous dans le même bateau. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, et ce que tu disais avec Anouar aussi. Et voilà, j'ai trouvé ça super cool qu'il parle de ça, parce que ouais, en fait, la musique, c'est le partage avant tout, et donc c'est logique. Enfin, tu peux pas prôner l'empathie, tu vois, et après écraser les autres, quoi. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est le. Ok. Eh ben, écoute, ça m'amène à le domaine de la créativité. Ce thème-là, comment toi tu le. J'ai pas envie de dire tu l'entretiens. Comment est le flow pour toi? Comment ça se passe? Quel est ton. Une autre également question en parallèle avec ça, c'est ok, comment tu puises ton flow, comment tu entretiens ton flow de créativité? Et également, est-ce que tu as un process, c'est-à-dire discipline ou peu importe, mais quelque chose que quand ça vient, ok, tu sais quoi faire pour l'incarner. C'est comme si tu es là avec ton filet à chasser les papillons dans le ciel. Une fois que tu as l'inspiration, tu vois, comment
est-ce que tu as mis en place un process, toi qui t'es personnel, qui t'aide à, OK, j'ai mon process, j'incarne maintenant, je sais pas, je prends une nuit pour écrire ou, tu vois, et quand c'est pas fini, je termine. Comment ça se passe pour toi, en fait, ce process-là? Ben, je suis pas quelqu'un de très routinier ou régulier. Donc, ça change, ça change. Tu vois, il y a des cycles un peu comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai jamais eu le problème de la page blanche, qui est assez courant, a priori. J'ai jamais dû me dire, bon, alors j'écris quoi, tu vois. Ouais. Du coup, en fait, j'ai essayé plein de méthodes. J'ai déjà essayé les routines où tu écris tous les matins, par exemple. Voilà, tu te forces à écrire quoi qu'il arrive. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est pas forcément ce qui me convenait. J'ai aussi du mal à écrire sur commande. Par exemple, tout ce qui est, tu vois, atelier d'écriture ou les concours où tu as une consigne, c'est rarement ma came. Ouais. Des fois, j'aime bien m'y essayer et puis de temps en temps, voilà, ça donne quelque chose, mais j'ai l'impression que je fais pas forcément partie des gens pour qui ça fonctionne, ça. Et c'est super de comprendre qu'il y a plein de façons de faire et que il y a des choses qui fonctionnent pas pour toi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être dans un état second quand j'écris, qui est super agréable d'ailleurs, qu'en fait c'est une concentration intense, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai une idée, quand ça vient, c'est juste, si j'ai de la chance, je peux m'isoler et prendre ce temps-là et aller au bout, parce que j'ai besoin de silence. Par contre, alors ça, c'est pas toujours un luxe qu'on peut se permettre. Ça dépend de la situation. Et puis, parfois, ça t'arrive au mauvais moment et tant pis, tu laisses le papillon s'envoler. Et voilà, j'essaye de me dire que si tu sais ce qu'on dit, s'il revient pas, c'est qu'il n'était pas pour toi. Mais voilà. Mais voilà. Et d'ailleurs, ça fait vraiment partie du process de créativité et même de construction de carrière, entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment d'accepter que des fois, il y a des choses qui se terminent, même si c'est des belles choses, même si c'est des choses auxquelles tu tiens énormément. Et c'est de les laisser aller, quoi. D'avoir confiance que ça va amener autre chose, que le vide appelle le plein. Et voilà, des fois, ça fait peur aussi, mais c'est super important, je trouve. Tu aurais un exemple concret à... Ouais, concrètement, par exemple, tu vois, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile d'accepter que il y a des dates qui sont annulées, par exemple, en ce moment. Ah, ok. Voilà, et je comprends, hein, parce que c'est vrai que c'est frustrant, ça peut faire peur et tout. Mais ok, on va faire quoi du coup à la place? Et puis peut-être que quand on pourra jouer, moi j'avais une date qui comptait beaucoup pour moi, qui était prévue en novembre 2020. Et ça a été annulé à cause des couvre-feux et j'étais désespérée parce que j'avais énormément bossé pour ça. C'était la première fois que je faisais une première partie dans une vraie salle de spectacle et tout. Et j'avais trop hâte, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai pu faire cette date en août 2021, donc presque un an plus tard. Mais en fait, c'était super et je pense que j'ai pu offrir un concert meilleur que ce que j'aurais fait un an avant. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça a servi à ça d'attendre au moins. Voilà, par exemple. Ça arrive au moment juste, comme tu as dit. Ça arrive toujours au bon moment. Alors, c'est vrai que cette situation, elle est un peu... le seul mot, c'est qu'elle nous aide à... Comment on pourrait dire ça? À innover. Elle nous aide aussi, je pense, à confronter. Toi, ce serait quoi pour toi le plus beau... si tu devais tirer le meilleur de cette situation actuelle, de tout ce qui se passe en tant qu'artiste, ça te ramène à quoi, en fait? Si tu vois, la situation te force à aller au plus important, ça t'amène à quoi aujourd'hui? C'est assez contradictoire, mais ça m'amène à la fois à l'indépendance et à la solidarité.
enfin, la solidarité était là dès le début. Moi, j'ai vraiment vécu une belle histoire de gens qui me prennent sous leur aile, de gens qui me font confiance, de gens qui me donnent confiance. Enfin, j'ai été super bien entourée, je trouve, vraiment dans l'artistique tout le temps. Et donc, enfin, dès que j'ai pu aussi, j'ai eu envie de rendre ça, tu vois, et de fonctionner comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, de propre à la crise, etc. Mais la crise a renforcé ça, tu vois, ça a provoqué des rencontres où tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux mes contacts là? Ok, est-ce que tu veux, je t'accueille ici, tu vois? On se fait des retours, on se donne des coups de main. En fait, j'ai l'impression qu'on revient à l'essentiel et on reconnaît chez l'autre l'être derrière le personnage, quoi. Il y a un truc, on n'a pas le temps, tu vois. On n'a pas le temps pour les convenances et les trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est plus brut, en fait, je sais pas. Et ça, c'est agréable. Et puis, après, donc ça crée des relations fortes, tu vois, intenses, vraies. Et puis après, l'indépendance, parce que typiquement, j'avais un projet de groupe qui commençait à être en place et tout. C'était vraiment un projet auquel je tenais. Un nouveau groupe, un avec qui j'avais pas encore tourné. Mais en fait, les conditions permettent pas vraiment nous permettent pas de nous projeter sur ça, tu vois, par exemple. Oui. Être nombreux sur scène, c'est compliqué. Voilà, donc ça m'a ramené à ok, bah toute seule, qu'est-ce que je peux faire? Et c'était pas du tout mon projet initial parce que j'adore jouer avec des gens, mais en même temps c'est une belle expérience, c'est une belle aventure aussi, et je crois qu'en tant que femme aussi, moi même si j'aime pas m'essentialiser en tant que femme et tout, mais il y a un truc où, tu vois, comme j'ai été éduquée comme ça et perçue comme ça toute ma vie, il y a un truc, je crois, où j'ai beaucoup compté sur mon entourage masculin, tu vois, au niveau de la musique. Ouais. Parce que c'est avéré que c'était beaucoup ça, quoi. Beaucoup de rencontres où c'était des sortes de grands frères, quoi, qui t'accompagnent, etc., qui t'apprennent des choses, qui te montrent. Parce qu'en plus, j'étais autodidacte, alors du coup, j'avais tout à apprendre. Et puis donc, mes potes qui avaient fait le conservatoire, etc., ils m'ont appris plein de choses, ils m'ont montré plein de choses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup joué en fait avec des mecs. Et d'un coup, je me retrouve toute seule. Il y a un truc, ok, du coup, ça m'a fait tourner aussi le regard vers des nanas qui assuraient toutes seules, quoi, tu vois, des musiciennes, vraiment. Oui. Voilà. Donc c'est aussi un chemin identitaire de souveraineté, en fait, quelque part, de confiance, ok, qu'est-ce qui reste quand il reste que l'essentiel, que le minimum, et on va essayer de faire le maximum avec le minimum. Yes. Waouh. Voilà. J'aime là où on arrive. J'aime cette amenée là aussi avec, que tu disais, le grand frère. Et ce côté où, voilà, oui, tu as choisi en tout cas un corps de femme, quelque chose qui est plutôt féminin, mais en même temps, ce que j'aime aujourd'hui, c'est pour moi également, j'ai la foi dans ça, dans ces femmes qui maîtrisent à la fois leur yang, à la fois leur yin, tu vois, qui ont ce pouvoir de dire non en faveur de leur vie et en même temps de dire oui en faveur de la vie, de le faire encore et encore, et effectivement de ne pas attendre qu'il y ait une énergie un peu plus masculine qui aide, même si c'est bienvenu, mais j'ai la foi aussi qu'on peut aujourd'hui qu'on peut faire les deux et que c'est vital, en fait. C'est vital parce que c'est notre, comme tu disais, au niveau individuel de notre indépendance, c'est notre travail intérieur, et ce travail intérieur, il contribue à plein de personnes, en fait. Moi, c'est également la chose qui m'a le plus libéré, c'est quand je suis devenu mon propre père, tu vois. Et c'est ça. Quand j'ai pris cette décision-là, c'est-à-dire d'arrêter de chercher à l'extérieur des messies ou
des personnes qui vont enfin me dire Maxime, ta musique c'est bien, continue, vas-y, tu vas y arriver. Non, c'est plutôt Max, c'est bon, je suis à tes côtés et on avance ensemble maintenant et tu seras plus jamais seul. Même si tu auras des moments de solitude parce que je serai en train d'aller d'aller boire une bière chez le voisin, j'en sais rien, tu vois. Mais t'inquiète pas, I got your back, comme on dit en anglais. Et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'au fond, c'est ça, là, prendre soin de la vie. Tu vois, moi, je me rends compte que avec cette histoire-là de ce qui s'est passé, de tous ces écoulements planétaires, en tant qu'artiste, où ça m'a ramené le plus, c'est prendre soin de la vie. Et prendre soin, tu vois, de notre espace, en fait, tu vois, que tu sois un artiste, c'est comme si tu portes quelque chose qui est important. On porte quelque chose qui est important en nous. On sent qu'il y a quelque chose qui est en même temps très, très fragile, comme une fleur que si tu l'as mis au bout d'un champ de buffalo, bah, tu vas te faire piétiner, quoi. Et si t'as pas le bon gorille qui est autour, qui prend soin de la fleur, ben, ça va pas marcher, quoi. Ça va pas marcher. Toi, pour toi, ça se traduit comment, en fait, ça? De devenir ton propre père au quotidien et d'avancer dans ce sens-là. Comment ça se traduit concrètement? Ben, en fait, je m'attendais pas à la question parce que j'aimais bien ce que tu as dit sur l'espace et tout. Je me permets du coup une digression. Mais, merci. Mais en fait, ce que tu as dit sur la vie, je sais pas si tu fais référence aussi au bouleversement environnemental qui se passe, tu vois, tout ce qui concerne le dérèglement climatique, les extinctions d'espèces, tout ça. Mais en tout cas, il y a un chien énorme qui s'approche vers moi. Non, c'est bon. Mais en tout cas, c'est marrant, tu vois, je parle d'espèces en voie de disparition et il y en a un qui arrive. Non, moi, je suis là, t'inquiète. Et donc, en tout cas, ouais, ça, c'est un truc que j'aime bien aussi rappeler parce que des fois, comme je suis un peu, tu sais, comme des fois, je suis un peu sombre dans ce que je peux dire, enfin, dans ce dont je peux parler et tout, et un peu cynique. Les gens, des fois, me disent, mais tu sais, Lucie, la vie est belle. Je leur dis, bah oui, justement. Tu vois, c'est pour ça que ça me fait du mal, tu vois, c'est pour ça que ça me révolte. Et en fait, c'est aussi pour ça que je crois au dépassement des dualités, quoi. Genre, t'es pas obligé d'être forcément violent ou doux ou bienveillant ou cynique. Enfin, tu vois, en fait, l'expérience humaine, elle est complexe, elle est riche, heureusement. Et tu vois, enfin, c'est une phrase très célèbre qui a été attribuée à Leonard Cohen, entre autres, mais voilà, que c'est les fêlés qui laissent passer la lumière. Mais en fait, on est tous fracassés par la vie à un moment, d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est une pichenette, des fois, c'est un coup de massue. Mais en tout cas, on a tout ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens lisent de la poésie, vont voir des artistes, vont voir des films, parce qu'ils se reconnaissent dans cette lumière-là et dans ces fêlures-là. Et que, en fait, à l'échelle humaine, mais à l'échelle globale, il y a un truc où... Enfin, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que l'émerveillement et la révolte, à mon sens, c'est la même chose. La panique, tu vois, l'alarme qui peut passer pour de l'engagement, à mon sens, c'est juste de la sensibilité. Oui. Tu vois, la perception, en fait, de ce qui se passe. Et c'est parce qu'on se sent justement concerné par l'espace, par l'environnement, par ce qui est extérieur à nous, mais qui nous conditionne. Et c'est vrai que c'est un bouleversement, en fait, d'Anthropocène, parce qu'on nous a toujours dit voilà, que le milieu modifiait l'individu, mais là, que l'individu modifie son milieu, ça d'accord, mais qu'il le détruise et qu'il empêche les conditions de la vie sur Terre, c'est quand même impensable, en fait. Oui. On est face à l'impensable, et quand on ne peut plus le maîtriser par la pensée, j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on n'essaye plus de maîtriser. On essaye de le vivre. Voilà, et pour ça, on a besoin d'histoire, peut-être, on a besoin d'émotions, on a besoin de beauté, on a besoin d'énergie.
Après, on a aussi beaucoup besoin d'action. Mais ouais, c'est une époque intéressante. On est d'accord. On est d'accord, c'est intéressant et la vie, si on revient à la vie aussi, comme tu disais, sur cette alarme, tu sais, les gens disaient mais la vie est belle, mais justement, ouais. Ça me touche vraiment parce que c'est quelque chose qui est, c'est un peu ce que je ressens également en moi, tu vois. Je sais pas si c'est là, je demande à ceux qui nous écoutent, les âmes d'artistes, s'ils ont ce même ressenti, de se dire que oui, bah justement, tu vois, c'est comme si nous, on a déjà compris ce que c'était de se faire piétiner ou de, tu vois, comme si on ressent vraiment ça, qu'il y a quelque chose qui va pas en lien avec ce qui se passe en ce moment, en lien avec la planète, peu importe, mais en lien avec la vie, en lien avec ce qui est vraiment, c'est quelque chose qui est, moi je le ressens dans mon cœur, tu vois. C'est quelque chose que je peux ressentir quand je vais dans une forêt en Belgique et que je vois les arbres qui se dépérissent. C'est même pas, c'est plutôt à l'intérieur de moi, tu vois. C'est un ressenti qui me dit, là, il y a danger. Et en fait, c'est même plus là, on va vivre, tu vois. C'est là, il y a besoin de survie, en fait. Il y a besoin d'aller creuser encore plus au fond de moi pour aller peut-être ressentir c'est quoi, en fait. C'est quoi ce signal que tu m'envoies, là, univers, tu vois, dans mon cœur, qui me dit que là, j'ai quelque chose qui va pas, tu vois. Mon système de guidance, il me dit, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais en Belgique à un moment. Il m'a dit, Mayday, Mayday, tu vois. Et c'est drôle parce que cette quête intérieure, en tant qu'artiste au quotidien, m'a amené à l'eau de mer, tu vois. M'a ramené en fait à la source de la vie, à la mer. M'a ramené à cet air marin. M'a ramené à les études du docteur Quinton, tu vois, sur la vie. J'étais encore là avec un artiste, un super artiste. D'ailleurs, que je pense que je vais lui proposer également de nous rejoindre sur ce podcast qui s'appelle Ramon, qui est en Belgique, à Bruxelles, qui est vraiment extraordinaire. Et j'ai eu récemment, hier d'ailleurs, qui m'a dit qu'il était en confrontation aussi avec le Covid, avec tout ça, qu'il avait déjà des problèmes aux poumons, et c'était pas facile pour lui, tu vois, de vivre ça. Tu vois, c'est quand même. Et quand j'entends ça, c'est pas que je vais pleurer comme un gamin, tu vois, mais c'est comme si je me dis, oui, il y a quelque chose qui est pas juste, tu vois, quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qui fait que, surtout que les poumons, c'est la vie. Donc, c'est notre envie de vivre, c'est notre joie de vivre. Tout est là, en fait. Tout part de là, concrètement. C'est le souffle. S'il n'y a pas de souffle, si ça ne se fait pas bien au fond de nous, comment tu veux effectivement avancer en tant qu'artiste si tu as 3 béquilles, un truc tu vois, qui ne va pas, et alors que déjà tu es sensible et qu'en plus tu reflètes quelque part une part de cette vie-là, tu vois, sur la planète. Donc, ouais. C'est sûr, après, tu vois, c'est pas par rapport à lui, pas par rapport aux individus, parce que ça sert à rien de comparer les expériences individuelles, mais à l'échelle globale, à mon sens, c'est qu'une conséquence aussi, tu vois, une conséquence ou un ricochet, mais par rapport à tous les excès. Et justement, tu as parlé d'injustice, tu as dit c'est pas juste, mais en fait ça cloche depuis des lustres, et c'est pas juste depuis des lustres. Simplement, nous, on est né dans une sphère minoritaire de la population mondiale qui a beaucoup moins souffert que tous les autres de tout ce qui n'était pas juste et de tout ce qui clochait. Et du coup, on le vit dans notre corps parfois pour la première fois, tu vois, actuellement. Tu vois, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui meurent dans des tremblements de terre qui auraient pu être bénins, tu vois, si les constructions avaient été pensées, avaient été financées. Il y a fait longtemps qu'il y a des gens qui meurent de soif, alors que à côté de ça, à Las Vegas, plus grand désert du monde, c'est là qu'il y a le plus de consommation d'eau. Ça fait longtemps que tout ça n'est pas juste et que tout ça cloche. Et moi, ça me rend malade. Tu vois, cette histoire de sac de riz de Kouchner, alors que l'Afrique a été pillée et que c'était le continent le plus riche au départ. Et on ose nous dire que c'est un amas de pays pauvres, alors que
Alors que la pauvreté est une construction. Mais je dis ça parce que ça me semble important de ne pas l'oublier. Et justement, tu vois, cette expérience à la fois nous isole, mais nous rappelle que tout est lié, quoi. Et c'est vrai pour les espèces, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les époques, c'est vrai pour les pays. Enfin, j'aime même pas dire pays parce que pays aussi c'est une construction, mais les peuples. Et en fait, c'est pas juste. Et c'est pas parce que c'est un Français qui souffre du Covid que c'est pas grave. C'est pas ce que je dis. Mais en fait, quelque part, je t'avoue que moi, quelque part, je me dis aussi, ah bah enfin, nous aussi, on en chie un peu, quoi, parce que ça faisait longtemps quand même que nous, on était protégés et que on pouvait être, tu vois, dans l'impunité totale de tous les excès et de tous les déséquilibres. Et je crois pas au châtiment divin. Hein. Je pense pas qu'il y ait une justice par là. Mais c'est juste que j'espère que ça puisse, je sais pas, créer une espèce de claque, comme tu disais. Ouais. Malheureusement, encore une fois, au sein même des peuples et même des sphères privilégiées, il y a encore énormément d'inégalités et de situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a des personnes qui... c'est comme l'histoire des tremblements de terre, tu vois. Quelqu'un qui va être dans un super bâtiment bien pensé, bien construit, va être protégé. Et pour le même tremblement de terre, si tu es dans un bâtiment vétuste, tu meurs. Et concernant ce qu'on est en train de vivre, que ce soit le Covid, mais à mon sens, le Covid, c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble de tout ce qui se passe, tu vois. Quand tu vois les inondations, quand tu vois les incendies, c'est quand même autrement spectaculaire. Mais bon, voilà. Je pense que des fois, on est bloqué dans notre perception humaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est là où, tu vois, on aime faire simple, nous, et je pense que c'est la clé. C'est qu'on va au cœur du cœur. Le cœur du cœur, c'est la vie. Mais je ne dédramatise pas. Hein. Je dis pas du tout que la souffrance des gens, elle est pas réelle. Hein. Je le pense sincèrement. C'est juste que c'est très délicat, là, tu vois, le sujet qu'on aborde. Et puis, je suis sûrement très maladroite aussi. Mais en tout cas, c'est juste que j'ai l'impression que la seule manière de ne pas le subir et de ne pas être en totale panique par rapport à ce qui se passe pour nous, tu vois, c'est de se décentrer, quoi. Et du coup, de repenser les choses un peu de manière globale et alors, j'ai pas la solution, mais en tout cas, il me semble que revenir à l'essentiel et, tu vois, typiquement, l'équilibre vivant, quoi, l'équilibre qui permet la vie. Ouais. Clairement, il est pas respecté. Et voilà, et ça, et je suis pas non plus pour faire la culpabilisation individuelle des bons citoyens, tu vois, mais simplement, il y a des urgences, quoi. Il y a vraiment des urgences. Et donc là, les gens le sentent dans leur corps à tous les niveaux, à toutes les strates de la société. Donc ça devient... on peut plus l'ignorer. Exactement. Et ça, j'aimerais que ça soit constructif. Je suis pas sûre que ça le sera, on verra bien. Mais ça peut que l'être, hein, quand la vie... moi, j'aime penser, tu sais, qu'à la fin, c'est la vie qui aura le dernier mot. Et j'aime sa façon de nous faire comprendre les choses. Parce que justement, il y a des moments, comme on en a parlé un peu plus tôt, sans prendre une claque, tu ne changes pas. Et la claque doit être violente, doit faire mal. Et tant qu'elle fait juste un peu souffrir et qu'on essaie de réduire la douleur, il n'y a rien qui change. Quelque part, c'est un peu comme ça. Donc, malheureusement, il y a besoin également que la vie nous montre que OK, vous voulez vraiment jouer au jeu de la vie ou pas? Parce que sinon, non, moi j'ai la solution et je vais vous montrer comment ça se passe ici. Parce qu'on connaît l'Atlantide, on connaît les choses. À la fin, c'est l'eau qui gagne, c'est la vie qui gagne. Elle fait son job, mais c'est cette intelligence divine qui fera le job. Et après, chacun est libre. C'est ça la clé, hein, de faire son choix. Ce sont des choix au quotidien. Mais effectivement, comme tu l'as dit aussi, c'est à la fois des choix qui sont personnels, qui touchent, qui ramènent vers l'indépendance de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de la vie, mais en même temps, on n'est plus seul, quoi. On n'est plus seul et on sait depuis longtemps qu'on n'est pas seul, mais c'est également des choix qui font du bien aux autres. À partir de là, je pense qu'au niveau individuel, ça changera. Ouais, après, je pense que c'est aussi très structurel à mon sens. Mais ça, c'est un débat et voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que les enjeux sont
sont surtout politiques, qui sont surtout structurelles, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la structure se fait dépasser, quoi. Enfin, tu as parlé d'Atlantide, et c'est ça. Enfin, dans un de mes derniers textes, j'ai écrit nous vivons sur un château construit sur des sables mouvants. J'ai vraiment cette sensation, tu vois. Et nous, on est quand même nés un peu dans les tours bien placées, quoi, bien hautes, tout ça. Tu vois, beau paysage, room service, franchement, privilège à fond. Et quand même, on sent que ça tangue, tu vois. Donc, c'est intéressant à vivre. C'est tout ce que je peux dire, en fait. J'ai pas vraiment plus de solutions que ça. Yes. Mais voilà. Ça oriente en tout cas ton inspiration créative, la direction de tes textes. Ça t'inspire au quotidien. Ça, en ce moment-là, justement, tu vas vers quelle direction dans tes textes, dans ton message que tu veux passer? J'ai l'impression que, honnêtement, j'ai pas l'impression de choisir mon message. J'ai l'impression que, tu sais, ça vient par moi et que je découvre mon message un peu quand je relis mon texte à la fin. Il y a un truc dans mon message. C'est pas mon message, mais la teneur du truc. Et c'est aussi pour ça que j'écris de la poésie et pas des slogans, par exemple. Tu vois, parce que ça peut pas se résumer en un mot. C'est pas forcément unilatéral. C'est pas forcément simple. Et c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise intellectuellement, justement. Donc tu demandais sur la routine et tout. En ce moment, par exemple, j'écris un poème par jour que je mets sur Facebook parce que c'est une manière pour moi de pas attendre l'édition pour être lu et d'accepter que des fois j'ai 20 j'aime et puis des fois j'en ai 200 et puis c'est pareil en fait. Et puis ça reste 200 et puis c'est pas, tu vois, c'est pas 2 millions et puis c'est pas 2 et en fait, il y a un truc comme ça, je désacralise beaucoup les choses parce que sacré, étymologiquement, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Et j'aime bien mettre les mains dedans, tu vois. J'aime bien attraper les trucs, les manipuler, les transmettre et puis que quelqu'un d'autre le prenne et en fasse autre chose. Et voilà, donc, en tout cas, en ce moment, les textes que j'écris, j'ai l'impression ils trahissent un peu cet état de ne rien maîtriser et donc j'essaye de laisser ça être et c'est pourquoi le partager, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un état assez global et que y a des personnes qui me disent que ça leur fait du bien de se sentir moins seules et tu vois qui se sentent du coup reliés par cet état et voilà, et je crois que le rôle de la parole, c'est de créer du lien et c'est de se dire qu'on est du même clan. Oui. Et le clan peut être très vaste, hein, mais voilà. Et tu vois, les cercles de parole, les cercles de poésie, les scènes slam, c'est ça. On est tous ensemble et chacun son tour, on vient offrir un texte aux autres. On vient prendre la parole pour l'ensemble. Et il y a une formule Lakota comme ça qui dit j'ai parlé en mon nom et au nom de tous les miens. Et à chaque fois que tu parles, tu vois, dans un cercle de parole, chacun dit ça. Et c'est une manière de rappeler que quand tu prends la parole, c'est pas que toi qui parles. Enfin, c'est pas ton identité, c'est pas ton ego. Même si bien sûr, j'ai lu Bourdieu. Je dis souvent cette phrase, c'est un peu une blague, mais ouais, j'ai lu Bourdieu. Non, mais tu vois, ok, oui, on est déterminé, etc. On est influencé. Tu vois, Freud, c'est pareil, c'est intéressant. Je dis pas le contraire, mais à un moment, l'état de transe dans lequel t'es quand tu te laisses, emprunter par un texte ou une mélodie, voilà. Mais en tout cas, c'est plus vraiment toi, c'est plus que toi. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a cette idée aussi où je crois que c'était Michael Jackson et Prince qui avaient un truc comme ça, où à un moment, il y en a un qui a une idée de mélodie et qui appelle son agent pour dire vite, note ça, parce que sinon Prince va la piquer. Comme s'ils étaient tous reliés au même cloud, tu vois.
Ouais. Moi, j'ai une perception comme ça qui n'est pas du tout rationnelle. J'ai aucun argument ou d'explication par rapport à ça, mais c'est comme ça que je le vis, en tout cas que je l'expérimente. Et voilà, et c'est aussi pour ça que je fais vraiment la différence entre ce que je produis et qui je suis, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que ça ne me dérange pas, par exemple, que quelqu'un me dise bah, moi, j'aime pas du tout ce que tu écris, je comprends pas, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Et ça peut être un super pote, c'est pas un problème, tu vois. Et au contraire, il y a des gens, des fois, tu sais, qui s'emportent vachement, je sais pas, qui commencent à être un peu dans une espèce d'admiration un peu de ce que tu fais. Ouais. Et j'ai tendance à leur dire ouais, doucement, tu vois. Ouais. C'est cool, hein, merci, mais en fait, ce que t'aimes, c'est le texte, c'est pas moi, tu vois. C'est deux choses très différentes. Oui. Et j'essaie, des fois, je dis aux gens, c'est un peu comme tes enfants, en fait. Tes enfants, ok, ils viennent de toi, ils sont importants pour toi. Bien sûr que tu les as influencés, mais c'est des êtres différents de toi. Et si je te dis, ah, tes enfants sont très beaux, tu vas pas avoir l'impression que je parle de toi. Ouais. Tu vois? Même si tu peux être content, tu vois. J'aime cette notion de ce que tu parles là, ça me rappelle en tout cas la notion de, on est tous au service du Créateur. On est là pour embellir quelque part ce paradis sur terre, on peut l'appeler comme ça. Et chacun est au service de la création. Et quand toi tu slams, quand moi j'écris une musique, quand même un enfant, ils nous appartiennent pas quelque part. Ils sont juste là pour servir dans la joie. On n'est pas des esclaves, mais servir au service de la vie, au service du Créateur, pour en tout cas que cet espace dans lequel on vit, il soit fun, il soit beau et il soit cool, quoi. Soit vivable, je dirais. Soit viable, exactement. Soit vivable et viable. Et après, j'ai pas forcément cette cosmogonie-là, mais je la respecte complètement. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'on se laisse parcourir et modifier par les autres et qu'on se désidentifie au sens où on se rencontre dans chacun, tu vois. Ouais. Donc voilà, et du coup, au niveau de l'inspiration, je pense que le meilleur conseil, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est vivre des choses et puis lire des choses, quoi. Enfin, ou écouter de la musique si c'est de la musique, mais en fait, s'ouvrir à ce que font les autres, à ce que vivent les autres, et voilà. Et puis écouter les gens parler aussi. Ça, c'est une source d'inspiration sans fin. Voilà. Yeah. Ok, merci. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Je voulais te demander une chose, un message que je demande souvent aux personnes que j'accueille ici. Et tu avais un conseil à donner à la Lucie enfant. C'était à même de lui donner un conseil, genre Lucie de maintenant qui time travel, qui prend la DeLorean, tu vois, et qui va voir la Lucie enfant. Ce serait quoi les mots ou les choses que tu lui balancerais au visage? T'es terrible, Maxime Nardini. Je crois que c'est chacun son tour, quoi. Et que si à un moment ça va pas, ça ira après. Et puis si à un moment quelqu'un peut-être te respecte pas, etc., peut-être qu'après quelqu'un d'autre te respectera. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire que la roue tourne va retourner. D'accord. Voilà, je crois que je dirais ça, et que du coup rien n'est grave parce que rien n'est définitif. Et voilà, parce que j'étais en fait, moi je me sens beaucoup plus insouciante et légère maintenant, hein, que quand j'étais enfant. Ouais. J'étais tout était très grave, quoi. Quand j'étais enfant, je sais pas, je vais tout trop fort, trop près. Et du coup, je pense prendre la distance
Et voilà, prends le temps. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux dire à un enfant, parce qu'un enfant, il est dans l'immédiat. C'est ça. Donc, je pense que je lui dirais, en fait, ok, tu plais pas aux autres, mais c'est bien, parce que comme ça va te libérer du besoin de plaire. Et j'aurais pas compris, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Juste une dernière chose également, c'est est-ce que tu veux nous partager un bouquin, un livre, quelque chose, peu importe, un audio, quelque chose qui t'a vraiment mis une claque de reconnexion, quelque chose qui t'a fait du bien, quelque chose que tu voudrais dire, c'est personnel naturellement, ça a marché pour toi, c'est pas dire que ça marche pour tout le monde, mais juste quelque chose qui t'a, waouh, ce livre-là ou cet écrivain, cet auteur, peu importe, ce serait qui, ce serait quoi? Aurora, la chanteuse Aurora. Ok. Ouais, c'est ces chansons qui m'ont sorti de la dépression. Et quand j'ai entendu ça, j'ai senti que l'humain, il avait du beau en lui et que ça pouvait être vraiment puissant, quoi, cette beauté-là. Et ça m'a relevé. Super. Aurora, donc la chanteuse. Yes. Yes. Et une dernière chose qui est fun aussi, si tu pouvais mettre une grande pancarte là dans l'endroit où tu es, qui fait quasiment la hauteur d'un énorme immeuble, avec un message dessus simple, mais qui vient de ton cœur, tu marquerais quoi pour l'humanité? C'est une phrase de Jacques Prévert. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour l'herbe mangera sur vous. Yes. On va tous mourir, alors vite, aimez-vous, vite, à fond. Allez. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous. Il y a la YOLO. Je dis souvent ça. Il y a la YOLO. Ok, génial. Eh bien, Lucie, merci pour ce beau partage. Merci à toi. On est connectés. Yes. Je te remercie pas pour les questions, hein, franchement. Non, je suis comme ça. Je suis un terrible pour les questions. Je suis comme ça. Je suis un peu. Non, mais tu pourrais bosser à la télévision, c'est bien. Super, ça donne une piste d'évolution. Merci Maxime. Merci à nous, merci à toi, merci à mon producteur. Yes. Et puis, on reste connectés et je me réjouis aussi de créer quelque chose ensemble sur le plan artistique, avec joie. Yes, avec grand plaisir. Ah, juste une dernière chose, oui. Qu'est-ce que tu as, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as un projet en cours là qui va venir? Quelles sont les nouveautés, les news de ce début d'année? Yes, j'ai un site, lucyjoy.com, okay. Sur lequel on peut voir les chansons et tout. Et on peut s'inscrire à la newsletter. La newsletter, yes. Où voilà, j'annonce que je vais sortir un EP cette année, que j'enregistre en février. Et puis, donc là, il y a les poèmes qui sont en chemin vers l'édition, donc c'est à voir, c'est à venir. Et puis des projets de vidéos avec d'autres artistes, etc., où je vais mélanger poésie et art visuel. Donc tout ça peut se retrouver sur ce site ou sur les réseaux sociaux. D'accord. lucyjoy.com. Allez. C'est ça? Ok. C'est ça. lucyjoy.com, allez-y et abonnez-vous à sa newsletter parce qu'elle écrit du lourd. C'est la seule que je connaisse que les mots ils transpercent la matrice et ils vous touchent votre cœur. Ça toujours, j'ai toujours l'impression quand tu me prends dans ta toile que je suis là et que c'est comme si tu sais je viens prendre ma dose en fait et j'adore ça en fait. Quand je vois tes textes sur Facebook, c'est genre je commence, il y a dès les 5 premiers mots, ça me claque. Il y a comme une reconnexion qui se fait et j'ai envie de dévorer ton texte et ça me fait tellement du bien. Donc, merci d'être toi, merci d'oser, merci de dévouer chaque jour, malgré les conditions, malgré ce qui se passe, malgré tout ça. Mais merci simplement. Merci, trop chou, trop gentil. Écoute, quand tu veux, je t'écris une chanson. Hein. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.
J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu souhaites partir en week-end encore plus inspiré, sache que chaque vendredi, j'envoie un mail à ma communauté. C'est un mail concentré, j'ai appelé ça les pépites de la semaine, dans lequel je partage vraiment toutes ces choses qui m'ont inspiré et qui m'aident à mettre mon cœur au service de ma vie, au service de mon œuvre et au service de ma contribution. Rendez-vous sur maximenardini.com/cœur pour t'inscrire et recevoir toutes ces pépites. À bientôt. Ciao.